Alors je vais parler de l'arc de crise africain. D'abord je vais commencer par dire ce que c'est que la théorie de l'arc de crise. Ça ne concerne pas l'Afrique a priori, la théorie de l'arc de crise dans son historique. C'est une théorie qui est née en fait dans les années 80 à peu près, même si elle a des précurseurs, des théoriciens. Mais on cite souvent deux noms, comme Bernard Lewis, un écrivain, un politologue américain, qui était notamment membre du Conseil de sécurité nationale au temps de l'administration Carter, dans les années 80, 77 à 81, et puis Zbigniew Brzezinski, qui est un politologue également américain, qui a conseillé en fait tous les présidents américains depuis les années 80 jusqu'à maintenant. Je crois qu'il conseille toujours Obama. Donc, en fait, il représente le courant plutôt néoconservateur, même s'ils sont souvent issus de la mouvance démocrate, et il représente aussi assez bien l'idéologie de ce qu'on appelle aux États-Unis et ailleurs le pouvoir profond, de tendance néoconservatrice. Bernard Lewis d'ailleurs est revenu sur ces théories de l'arc de crise après que Brzezinski les ait développées, puisqu'il voulait les ajuster aux réalités qui étaient changeantes. Le concept a été élaboré dans le contexte de la guerre froide et sera l'un des fondements de la politique états-unienne puis occidentale à l'égard du monde arabo-musulman. Au départ, c'est ça, placé par tous les géopoliticiens au centre de leur théorie sur la domination du monde. Le monde arabo-musulman constitue un espace convoité et son contrôle représente un enjeu essentiel. Les géopoliticiens anglo-saxons, surtout puisqu'il s'agit d'eux, utilisent souvent à son égard l'expression de ceinture verte musulmane, de Muslim Green Belt. Ils ceinturent en effet ce monde, le heartland euro-asiatique, qui est constitué pour l'essentiel de l'espace soviéto-chinois et qui, dans les années 80, constitue le cœur du monde communiste. Alors, le monde communiste alors intègre une partie de ce monde arabo-musulman sous forme de l'Asie centrale, iranienne, des langues iraniennes et turques, turco-musulmanes, irano-musulmanes. Alors, au long de cette ceinture verte instable qui est disputée entre l'Est et l'Ouest, ondule un arc de crise à géométrie variable qui va avoir des configurations différentes. Au départ, disons, il court plutôt au nord du côté de l'Asie, entre le Bosphore et l'Indus, comme on dit. Après, il va un peu se rallonger, il va aller du Pakistan à la Somalie via l'Égypte et l'Éthiopie, et puis en 1980-90 va s'incorporer à cet arc de façon plus nette l'Iran et l'Afghanistan, puis l'Irak, à l'arc de crise. L'idée des stratèges américains est de contrôler cette ceinture, d'en reprendre le contrôle pour endiguer le communisme, puisque nous sommes en temps de guerre froide. L'arc de crise offre en effet la possibilité de créer des mini-États pétroliers, a priori plus faciles à manier que des États-nations de vieille tradition, ou de forte identité nationale comme l'Iran, l'Irak, la Syrie, l'Égypte, etc. À moins, l'autre solution étant de dépecer ceux-ci en mini-entités confessionnelles ou ethniques. À la fin de la guerre froide en 91, l'ordre nouveau devient unipolaire, comme il a été rappelé. L'heure n'est plus au containment, c'est-à-dire à l'endiguement, mais il faut éliminer toute concurrence de la dite ceinture verte, quitte à en redessiner la carte. C'est alors au détour du siècle et du millénaire, aux alentours de l'an 2000, que va apparaître la notion de Grand Moyen-Orient que l'on prête à George Bush, mais en réalité qui n'est pas de son invention. Et dans ce Grand Moyen-Orient qui va être très très extensif, eh bien George Bush va installer la démocratie. À partir de 2010, le Grand Moyen-Orient, c'est là que l'Afrique entre en jeu, recentré sur le croissant chiite, c'est-à-dire l'Iran, l'Irak, le Pakistan, l'Afghanistan, va connaître une inflation spectaculaire au sens presque cosmogonique du terme, provoquée par le tsunami des révolutions arabes, qui va se traduire par une poussée d'un côté vers l'Est asiatique, qui va s'étendre vers l'Est, et puis sur le continent africain, à la faveur ce que j'appelle une polarisation spectaculaire, en fait, de la carte des crises et des conflits. Bien sûr, sur le continent africain, depuis tout le temps de la guerre froide et depuis les indépendances, il y a eu des conflits. Et souvent, c'était des conflits un peu isolés, qui étaient répartis au hasard sur la carte. On pouvait constituer des arcs, mais ça ne s'inscrivait pas de ce qu'on appelle l'arc de crise à proprement parler. C'est à partir de 2010 que, disons, cette dynamique de l'arc de crise vers l'Afrique, son développement vers l'Afrique, va continuer, va polariser tous ces conflits et les organiser en quelque sorte, leur donner une direction unique, c'est-à-dire il y a 4 ou 5 ans, à l'occasion donc des printemps arabes, du moins de mon point de vue. En longitude, il s'étire désormais des confins chinois, le Xinjiang, le fameux Turkestan chinois, incluant le sud de la Russie, jusqu'au Caucase et jusqu'à l'Afrique centre-orientale, la RCA, le Kivu au RDC, le Kenya, et de l'Afrique du Nord au sud de l'Afrique des savanes, du Burkina Faso et nord de la Côte d'Ivoire, nord du Nigeria et du Cameroun, RCA. En fait, il y a un arc de crise qui est extensif, comme je dis, à ce stade, cette ceinture verte, au fond, est devenue une espèce de gigantesque corset, qui est très très longue, qui est très très large également.
Alors, le concept d'arc de crise, d'ailleurs, il est présent dans le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de la France de 2008. Il sera délaissé, je note, en 2013, au profit de ce qu'on appelle peut-être une zone dite d'intérêt national. Je ne sais pas si c'est l'expression, mais c'est un peu ça le concept. On va dire l'arc de crise très bien, mais pour les intérêts nationaux de la France, on va le réduire et on va prendre plutôt la portion africaine. Alors, l'arc de crise à la française, comme je l'appelle, s'inscrit dans le cadre de la guerre contre le terrorisme sur le continent africain, à hauteur du Sahel. C'est donc très très circonscrit. Il court de la Mauritanie à la Somalie et correspond à la zone de l'activité de l'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, de Boko Haram, c'est ce mouvement qui est centré au nord du Nigeria et au nord du Cameroun, le Moudjahou, le mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique occidentale, et puis les Shebabs de Somalie, qui sont les extrémistes musulmans islamistes de Somalie. Cette région sahélo-saharienne constitue l'extrémité occidentale, la partie occidentale de l'arc de crise. Sur des milliers de kilomètres assez peu habités, désertiques, eh bien, il y a une zone grise qui s'est installée, qui sert de fief à tous les trafiquants de drogue, d'armes, d'otages, aux bandes du crime organisé, et qui est devenue, en fait, ça constitue un sanctuaire idéal et très fertile et très pratique, un terrain d'action pour les groupes terroristes et djihadistes, si tu mentionnais, à l'instar d'un peu de ce qu'on trouve en Asie, dans les régions tribales d'Iran, d'Afghanistan et du Pakistan. À la jointure, le Sahel, en fait, cette zone, ça signifie le rivage en arabe, il est situé à la jointure du Maghreb arabe et de l'Afrique subsaharienne. Bon, il était délimité traditionnellement au nord par des États arabes, bon, qui étaient considérés comme stables, voire même immuables. En réalité, depuis les printemps arabes, ils sont tous déstabilisés profondément, certains d'entre eux, comme la Libye, étant même tout à fait chaotiques, comme il a été rappelé. Et puis au sud, des États qui sont depuis longtemps, depuis les indépendances, minés par des conflits internes, politiques, ethniques ou religieux. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le nord du Nigeria et du Cameroun, la RCA, le nord du Kenya, etc., etc. Tout ça sont des régions agitées par des conflits divers qui vont être pris dans le tourbillon, ils vont être polarisés en fait par la grande expansion du Grand Moyen-Orient qui s'étend autant en Afrique d'ailleurs qu'au Moyen-Orient désormais. L'arc de crise africain tel qu'il est appréhendé par la France est jalonné, d'ailleurs on le voit par le dispositif français, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas mon objet, mais en fait qui va mis en place à partir du Sénégal et du Cap-Vert, mais aussi du Gabon, parce que c'est les points d'appui de la France sur l'océan Atlantique. Ensuite on trouve les troupes qui ont agi en Côte d'Ivoire, l'opération Serval au Mali depuis janvier 2013, le dispositif au Tchad, le Épervier je crois, et l'opération Sangaris en RCA depuis décembre 2013. Et enfin par la base et les installations de Djibouti, même si elles ne sont plus ce qu'elles étaient auparavant, parce que les Américains s'y sont installés à nos côtés. Il se confond en fait cet arc de crise à la française avec deux couloirs de communication qui prennent littéralement en écharpe le continent. Le premier couloir correspond à la zone de contact entre les peuples du désert et ceux de la savane, voire ceux de la forêt. C'est la définition du Bilad es-Soudan, déjà islamisé, qui est le nom que donnaient les géographes et les historiens arabes à cette zone. Bon, je ne sais pas, on ne peut pas voir la carte et je n'ai pas d'appareil pour le projeter. Enfin, ça va d'ici 3 minutes. Bon. Et puis le second arc de crise est parallèle au premier, il prend un peu en dessous, nord du Nigeria, nord du Cameroun, et il rejoint Djibouti, la Somalie, effectivement, il est juste en dessous de la bande sahélo-saharienne. Le profilage de cette zone semble fondé un peu sur l'idée d'une frontière génétique entre le Machrek et le Maghreb, qui est l'Est et l'Ouest arabe, et puis entre l'Afrique du Nord arabe et l'Afrique subsaharienne d'autre part. Mais frontières dont, à mon avis, c'est là que la doctrine pêche un peu, de saucissonner finalement cet arc de crise, parce que les crises des dernières années ont, à mon avis, démontré l'inexistence de cette frontière, et de cette double frontière. En effet, le terrorisme ne se limite pas au Sahel, et donc on ne peut pas saucissonner le problème. Il existe évidemment un lien, une interaction forte entre les crises liées aux fameux printemps arabes, par exemple la Libye, mais également toutes les crises en Afrique du Nord, et puis celle de la zone sahélo-saharienne, à commencer par le conflit malien, qui est évidemment lié à la crise de Libye. On voit bien qu'il n'y a pas de frontière. Il est né à partir d'un mouvement qui est né en Algérie, dans les Kabylies et dans le sud algérien, donc il n'y a pas de saucissonnage. La crise malienne, c'est là-dessus. En fait, on pourrait trouver un autre exemple, la zone d'activité de l'AQMI, elle couvre en fait le sud de l'Algérie, elle couvre aussi la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Tchad, le sud libyen, elle transcende la frontière entre les États arabes et les États africains, entre guillemets. La Libye, qui a alimenté le conflit malien en hommes, bien évidemment, qui constitue un trou noir sécuritaire, a servi de foyer à toute cette instabilité. La crise de RCA elle-même, dont on n'aurait pas pensé qu'elle pouvait être liée plus ou moins à ce mouvement des printemps arabes, elle y est liée puisqu'on a trouvé un aspect religieux, il s'est trouvé
trouvé que les Séléka, ces gens qui ont voulu prendre le pouvoir par la force et on voulait fonder un État islamique, puisque c'était ça, disons, les paroles du chef du mouvement à l'époque, quand il a éclos et quand ils ont pris le pouvoir. Ensuite, on notera que et puis elle est impactée par la question tchadienne et les questions du Soudan. Tout ça, c'est lié, autrement dit, il n'y a pas de frontière entre l'Afrique et le monde arabe. Et puis la montée en puissance, la barbarie aussi du Boko Haram, Mali, Nord Cameroun, Nord Nigeria, transcende également les frontières étatiques entre les francophones et les anglophones, de Boko Haram, jouant non pas de cette francophonie et de l'anglophonie, mais de la solidarité entre les peuples Haoussa, Fulani et les Kanouris, par exemple. Alors, je note également que les revendications de Daesh montrent la globalité de cette crise et de cet arc de crise tel qu'il doit être concerné, je pense, parce qu'il y a des allégeances diverses, disons, à la fois du Moyen-Orient, d'Asie, mais aussi du continent africain, qui ont été données au fameux amir, au chef de l'État islamique, M. El-Baghdadi. Et puis, oui, c'est fini. Et puis, il y a les cartes de l'État islamique, je note, qui sont quand même très, très instructives, puisque, si vous les regardez, je l'ai ici également, mais c'est bon, là, on ne voit pas, ça c'est la tache noire, c'est les cartes de Daesh, de l'État islamique, et elles couvrent non seulement l'Asie, mais sur le continent africain, on voit que le continent africain est concerné aux 2 tiers, c'est-à-dire jusqu'à l'équateur, l'Afrique du Nord, de l'Est, occidentale. Et que, finalement, il y a 3 provinces, on voit bien la conception de Daesh, s'il réalisait son rêve, du point de vue du continent africain, il y a un Maghreb qui est extensif, il comprend le Maghreb au sens classique, plus une bonne partie de la Libye, mais il concerne aussi toute l'Afrique occidentale jusqu'au golfe de Guinée, y compris les 2 tiers du Nigeria. Ensuite, il y a la terre de Abacha qui concerne le reste de l'Afrique jusqu'à l'équateur. Et puis, il y a enfin, au coin, la terre de Kenana, qui comprend l'Égypte, la moitié de la Libye et une bonne partie du Soudan. Ce sont les 3 émirats islamiques qui s'inscriraient dans le cadre d'un État islamique si celui-ci voyait le jour. On voyait bien qu'il y a une revendication globale et que je pense qu'il est un peu insuffisant de fonder des théories sur seulement un arc de crise qui se limiterait à la zone du Sahel, puisque la crise, à mon avis, et la menace n'est pas limitée à la crise du Sahel. D'ailleurs, on voit bien que le plan français, c'est ma dernière phrase, prend en compte cette préoccupation, qu'il n'y a pas de clivage ethnique finalement, qu'il est transcendé du moins le clivage ethnique entre arabes et africains par un clivage, disons, qui est de religieuse plutôt. Il y a une espèce de ligne de front entre l'islam et le christianisme, et du moins dans la théorie des islamistes c'est ça, une ligne qui a tendance à baisser vers le sud, mais enfin c'est comme ça. Et puis, au fond, on note que les théoriciens anglo-saxons notent que cet arc de crise, disons inflationniste, il a tendance à correspondre à une zone où pullule, qui est due à la présence de nombreux États faillis, d'États parias ou d'États en faillite. Bon, je note que, disons, cette globalisation de la crise, finalement, même si elle ne figure plus dans le livre blanc sur la défense, disons, de prendre du point de vue de l'intérêt national français seulement la zone qui va, disons, de la Mauritanie à la Somalie, je note quand même que dans le dispositif militaire tel que je l'ai trouvé, c'est cette carte-là, en fait, oui, c'est ma dernière phrase, promis. L'implantation récente de nos forces, disons, est prise en compte aux Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi, considérée comme une partie du dispositif français, et on note même, disons, la présence du contingent français de la FINUL à Beyrouth. C'est dire que les affaires du Proche-Orient ne sont pas étrangères à l'arc de crise, y compris dans la conception des livres blancs français. Voilà, je m'excuse d'avoir dépassé d'1 ou 2 minutes mon temps, mais voilà, c'était en toute bonne foi. Merci. Merci.